qu'il y a pas mal de personnes connectées, donc je vais vous proposer de commencer. Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire dans le cadre des communautés francophones de pratique organisé au sein de l'ISQOA. Donc je suis Denis Herbeau de la PAX ASBL en Belgique, donc j'ai l'honneur d'ouvrir ce premier webinaire. Donc l'ISQOA organise différentes communautés de pratique depuis quelques temps, alors sur des régions géographiques ou des sujets en particulier. Et donc, ceci est en fait le premier webinaire dans le cadre des communautés francophones, puisqu'ici c'est une communauté spécifique qui va essayer de rassembler la francophonie autour de différents sujets. On va essayer d'organiser plus ou moins un webinaire tous les 3 mois sur différents sujets. On va essayer de choisir évidemment des sujets qui concernent le plus de monde possible. Et donc, par rapport à ça, évidemment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les transmettre à l'ISQOA ou à moi. On se fera un plaisir d'essayer de voir dans quelle mesure on peut l'organiser. Voilà, moi je ne vais pas être beaucoup plus long, c'est simplement pour vous souhaiter la bienvenue et merci d'être aussi nombreux à nous rejoindre. Je vais dans un instant céder la parole à Anthony Steins de la FHV en Suisse qui va introduire l'orateur de ce jour. Simplement pour vous rappeler, dans la mesure du possible, si ce n'est pas le cas, de bien éteindre vos micros pour éviter les bruits parasites. Et que par ailleurs, si vous souhaitez poser des questions à l'orateur en cours de présentation, c'est évidemment par micro, mais d'utiliser le chat box, donc la conversation, pour pouvoir poser vos questions. Et donc Anthony Stein suivra tout ça au cours de la présentation et essaiera d'extraire les questions qui sont apparues le plus souvent ou qui pourraient être les plus pertinentes étant donné le temps qu'on a. Voilà, je ne serai pas plus long. Encore un grand merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. Et donc je cède la parole à Anthony pour la présentation de l'orateur. Merci beaucoup à Denis. Mon nom est Anthony Steins de la Fédération des hôpitaux vaudois et j'ai la tâche et le privilège de vous présenter Dr Marie-Pascale Pommet, qui est médecin de santé publique et professeur à l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Marie-Pascale est auteure du modèle de Montréal portant sur le partenariat avec le patient. Elle est titulaire d'une chaire sur l'engagement des patients au centre de recherche du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Elle est par ailleurs co-directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec le patient et le public. Et enfin, elle est auteure et coordinatrice d'un récent ouvrage remarqué sur le patient engagement aux éditions Palgrave Macmillan. Marie-Pascale, bienvenue et c'est à toi. D'abord, un immense merci à vous trois. Donc, je voudrais vraiment remercier plus particulièrement donc Catriona Curran qui a vraiment fait un travail remarquable pour faire en sorte qu'on soit ici aujourd'hui. Évidemment aussi à Anthony Steins et à Denis Herbeau pour leur très belle invitation. Et je vous en remercie vraiment de tout cœur, surtout dans une période comme celle-là, quand on l'a organisée, jamais on n'aurait pu penser qu'on était dans un vent de folie avec un Covid-19 qui prenait toute la place. Donc, je vous remercie de vous être inscrits et d'être présents aujourd'hui malgré toutes les contraintes auxquelles on est soumis actuellement. En tout cas, il y a au moins une chose qu'on a le droit de faire, là, c'est de faire des webinaires à distance. Donc, on a la chance de pouvoir réaliser ce bel événement et ne pas l'avoir annulé comme tant de choses ont été annulées au cours de ces derniers temps. Donc, sans plus tarder, je vais donc vous présenter un peu un état des travaux qui sont réalisés au Québec et avec un focus plus particulier sur la sécurité des soins, mais je vais aussi parler de la qualité. Pourquoi je ne peux pas passer mes diapos ? Ah, d'accord. Donc, juste un petit voyage au Québec. Vous savez que quand on aura le droit de reprendre l'avion et qu'on aura donc la possibilité de voyager, avoir la possibilité de voyager, je vous invite évidemment à venir nous rencontrer à Montréal et puis, bien sûr, à faire connaissance de différents établissements avec lesquels nous travaillons. Mon propos de ce jour va porter sur 3 grands domaines. Le premier, c'est de revenir un peu sur la structuration de la manière dont nous avons déployé le partenariat au Québec au cours de ces dernières années. Ensuite, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples de travaux que nous avons réalisés au cours donc, des 5 dernières années et aussi comment ça s'est inscrit plus particulièrement dans le système de santé au Québec. Et bien sûr, comment finalement ces principaux leviers et la boîte à outils que nous avons développée peut être partagée. Je vais revenir rapidement sur quelque chose que nous disait Angela Coulter il y a déjà quelques années, comme quoi finalement les personnes qui étaient atteintes de maladies chroniques passaient beaucoup plus de temps tout seuls à essayer de gérer leurs propres problèmes de santé que finalement être en interaction avec leurs professionnels.
ce qui les amenait évidemment à développer un certain nombre de compétences et aussi développer des informations excessivement privilégiées qui, jusqu'à très peu, finalement, étaient très peu mobilisées par le système de santé. Il y a un écrit aussi récent du docteur Grimaldi en France là, qui parlait de la révolution de la troisième médecine. C'est sûr que dans le contexte actuel avec le Covid-19, il y a un retour évidemment sur l'importance aussi d'être capable pour un système de santé de prendre en considération les maladies infectieuses, mais c'est certain que l'augmentation importante du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, et en particulier comme vous pouvez le voir au Canada, on a quand même des chiffres assez alarmants, là, de 65% de la population âgée de 12 ans et pouvant aller jusqu'à 90% pour les plus de 65 ans. Ça évidemment entraîne une pression très importante sur le système de santé qui n'est pas toujours finalement prêt à répondre à ce genre de problèmes de santé. Emmanuel Jouet, en France, en 2011, avait proposé une définition des savoirs expérientiels que j'ai un tout petit peu modifiée en fonction un peu des travaux que l'on mène. Donc, elle proposait de dire que ces savoirs étaient donc des savoirs acquis, de savoir-faire et de savoir-être, tout au long donc d'un problème de santé. Et ces personnes, donc, au travers de cette condition, pouvaient trouver une opportunité pour développer des compétences nouvelles, d'aller vers une transformation de soi et bien sûr de faire bouger les lignes du partage du savoir avec les professionnels de la santé. La condition de santé devenait donc une expérience autodidacte qui, dans le cas des maladies chroniques, s'inscrit donc tout au long de la vie. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire passer mes diapos, excusez-moi. Ça, c'est une diapo que je trouve aussi très intéressante pour revenir un peu sur l'évolution de la manière dont les patients, puis les personnes finalement qui sont en relation avec le système de santé a évolué. Pendant effectivement tout l'État-providence, il y a eu tout le modèle biomédical axé sur la technicité qui a eu vraiment une très grande presse et sur lequel on a beaucoup construit nos systèmes de santé. Et puis, dans les années 70-80, il y a eu un mouvement de plus en plus citoyen en lien avec les groupes d'entraide. Et puis, nous avons eu donc la grande crise, évidemment, du sida et la grande crise sanitaire plus large du Creutzfeldt-Jakob. Et donc, la nécessité, évidemment, de se rendre compte que les patients étaient aussi propriétaires de connaissances assez exceptionnelles dont on se privait absolument trop dans notre système de santé. Donc, dans les années 90-2000, on a commencé à voir émerger tout le contexte du défense des droits des personnes. Et puis, depuis les années 2000-2010, on évolue beaucoup plus sur voir de quelle manière on peut aller chercher la parole des patients de façon plus positive et donc de faire en sorte qu'on rentre dans un partenariat de soins. À Montréal, nous avons eu vraiment une chance absolument inouïe. En 2010, Vincent Dumez, donc, qui est un patient atteint d'hémophilie, qui, dans le cadre donc, de ses travaux dans sa maîtrise, a rencontré le doyen de la faculté de médecine, qui était à l'époque le docteur Jean-Lucien Rouleau, un cardiologue éminent au Canada, qui donc lui a proposé de créer un bureau du patient partenaire, puisqu'il s'est rendu compte que finalement le principal intéressé dans sa faculté de médecine, qui était le patient, était un véritable absent. Donc, ça nécessitait évidemment de faire en sorte que les patients soient beaucoup plus présents. Et il a eu donc la possibilité de pouvoir développer beaucoup d'activités. Et ça a commencé d'abord par les cours de collaboration interdisciplinaire, ce qui est vraiment, je pense, une caractéristique assez exceptionnelle de l'Université de Montréal qui permet à l'ensemble des professionnels de la santé en cours de formation initiale de pouvoir bénéficier aussi des savoirs expérientiels des patients dans le cadre de leur formation. Et ça se fait pas seulement une première année, mais au cours des 3 premières années. Et ça se fait donc avec l'ensemble des professionnels réunis ensemble. Ça, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, mais c'est quelque chose d'excessivement important pour bien comprendre de quoi on parle. Lorsqu'on parle de partenariat patient, c'est vraiment la capacité de faire synchroniser deux temporalités excessivement différentes et aussi deux modèles de représentation du monde qui ne sont pas exactement identiques. Donc d'un côté, on a le modèle évidemment très biomédical qui est axé sur une démarche très scientifique, avec donc une volonté de rechercher de la manière dont on peut poser un diagnostic. Et de l'autre, on a des patients qui sont dans un modèle expérientiel et qui essayent de comprendre
évidemment ce qui leur arrive dans leur quotidien, donc développer beaucoup de résilience pour réussir à établir un nouvel état d'équilibre et une nouvelle identité. Et tout ça, évidemment, avec une logique d'acceptation et un rapport à la souffrance. Donc, on se retrouve avec des professionnels qui, effectivement, rencontrent les patients une fois dans 3 ou 4 heures par an pour les rencontrer jusqu'à 10 heures, mais les patients, eux, qui vivent avec leurs problèmes de santé beaucoup plus longtemps. Et le rapport à l'espace, effectivement, les patients rentrent chez eux avec un problème de santé, alors que les professionnels, normalement, en tout cas, laissent ça à la porte donc, de leur établissement. Ce qui entraîne évidemment aussi une vision relativement assez séquentielle et limitée pour les professionnels de la santé en lien avec l'expérience que vivent les patients, alors que les patients ont une vision longitudinale et intégrée. Et c'est pour ça qu'on est encore en train de se demander comment se fait-il que le système de santé se soit privé, en tous les cas, de cette vision au cours de tant d'années, puisque finalement, si on veut revoir les parcours de soins, la meilleure personne qui est capable de pouvoir nous en parler, c'est la personne qui est directement concernée. Donc, le modèle du partenariat qui a été développé à l'Université de Montréal part vraiment du principe que les professionnels de la santé sont experts, évidemment, scientifiques de la maladie, mais que les patients, eux, sont experts donc, de la vie avec une condition de santé ou même aussi un problème donc, plus social et aussi avec l'utilisation du système de santé. Puis l'idée ici, c'est que cette reconnaissance donc, de ces savoirs qui sont vraiment totalement complémentaires et permettent comme ça d'illustrer de façon beaucoup plus objective une situation, permettent de développer donc une prise de décision qui devient beaucoup plus libre et éclairée pour les patients. Ça permet aussi de mieux comprendre comment on peut développer les compétences de soins des patients en sachant un peu où ils se situent. Et finalement, tout ça se fait en lien avec les objectifs encourus par les patients, c'est-à-dire la mobilisation de leur projet de vie. On a beaucoup travaillé avec Luigi Flora aussi, qui est en France, donc pour tout ce qui est le développement un peu de la carrière des patients. C'est vrai que les personnes, donc, quand ils sont aux prises avec un problème de santé, peuvent avoir donc la possibilité de rentrer en partenariat avec leurs professionnels de santé. Mais pour certains d'entre eux, ils vont vouloir vraiment mettre à profit aussi cette expérience pour d'autres situations, que ce soit au niveau organisationnel, de la gouvernance ou au niveau clinique, ou même, comme Vincent Dumez, vraiment d'exercer un véritable co-leadership pour transformer le système de santé et sa façon donc de concevoir son organisation et aussi le soin. Donc tout ça, ça se traduit par différentes manières de le faire. L'arbre aussi que nous avons aussi développé au cours de ces années permet aussi de montrer qu'il y a plusieurs façons de mobiliser l'expérience des patients. Donc non seulement évidemment dans le système de santé ou dans l'enseignement, comme je vous en parlais tout à l'heure, mais aussi dans la recherche. Donc c'est quelque chose sur lequel nous essayons de travailler de façon simultanée, c'est-à-dire donc de développer des méthodologies qui s'appliquent autant pour la participation des patients au niveau clinique, organisationnel, de gouvernance, d'évaluation des technologies ou même de l'agrément, accréditation, certification, mais aussi donc dans la recherche et dans les formations. Et c'est ainsi donc a été créé le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Donc au départ, qui est né vraiment à la faculté de médecine parce qu'on appelle la direction collaboration patient partenaire, donc la DCPP. Et puis progressivement, donc on a créé vraiment un véritable centre qui est relié donc au centre de recherche du CHUM et à l'Université de Montréal et qui contient donc 2 chaires de recherche. Donc les 4 directeurs sont Dr Antoine Boivin, qui travaille beaucoup sur l'implication des patients en recherche et aussi donc dans la communauté et en médecine de famille. Donc moi-même. Ensuite, vous avez Philippe Carazivan, qui lui travaille plus particulièrement pour tout ce qui est formation. Donc, et puis Vincent Dumez qui travaille évidemment de façon globale sur l'ensemble de la stratégie du centre, et Luigi Flora qui a travaillé évidemment pendant de nombreuses années avec nous. Et au total, on a une trentaine de personnes qui travaillent avec nous pour répondre aux besoins du réseau au Québec. Je vais passer rapidement là sur un peu les nécessités de vraiment prendre en considération l'expérience patient là, comme un ingrédient indispensable pour la qualité et la sécurité des soins. Mais vous comprenez évidemment qu'à partir des savoirs développés avec un problème de santé ou l'utilisation des services, le fait de recueillir cette expérience, de la mobiliser et de même faire en sorte que ça soit reconnu comme équivalent ou en tous les cas complémentaire à des savoirs professionnels permet évidemment d'améliorer la qualité et la sécurité des soins et bien sûr aussi la qualité de vie et l'état de santé des patients et de leurs proches.
On a aussi développé un mini-modèle en partant des travaux qui ont été faits aussi à l'international pour essayer de mieux définir finalement les différents degrés d'implication des patients. Et lorsque je vais parler de partenariat, on se situe vraiment dans de la co-construction, donc dans du co-leadership. Et donc, ça entraîne évidemment le fait qu'on n'a pas juste un patient autour de la table, mais on est censé en avoir plus qu'un, et même si possible, avoir une parité. Vous verrez que ce n'est pas si évident que ça à réaliser dans les projets, et c'est vers ça qu'on essaye de tendre. Alors, je vais rentrer dans certains projets qui ont été mis en place au Québec. Je vais vous faire un petit tour géographique de la province. Tout d'abord, des choses que vous connaissez sûrement, qui sont un peu les tournées de direction, là, pour essayer de mieux saisir l'expérience des patients et de voir de quelle manière on peut l'utiliser rapidement. Et puis aussi l'élaboration des plans de soins qui, à notre avis, en tous les cas, est un levier assez exceptionnel pour vraiment mobiliser les patients dans une équipe de soins, et aussi les patients accompagnateurs qui permettent aussi de mobiliser ces équipes de façon beaucoup plus interdisciplinaire. Alors pour commencer, tout ce qui concerne l'expérience en lien avec le recueil de l'expérience client, la Montérégie donc Est, qui est au sud de Montréal, a mis en place maintenant il y a déjà plusieurs années, sur le modèle de ce qui existait déjà aux États-Unis, des visites hebdomadaires, donc d'écoute de clients provenant de tous les différents programmes. Et ce qui a été remarquable dès le départ, c'est que vraiment c'est la présidente directrice générale, le directeur qualité et le chef de programme qui faisaient ces entrevues. Et ça a permis vraiment de montrer à un très haut niveau l'importance que l'on accordait à recueillir l'expérience des personnes qui recevaient des services du CIS de la Montérégie Est. Donc les domaines couverts, bien sûr, c'est que les patients sont invités donc à partager leur expérience en lien avec un épisode de soins, et tout ce qui est rapporté par le patient, que ce soit les choses positives ou les choses à améliorer, et sont ensuite partagées par le comité de direction qui transforme ça ensuite en tableau de bord pour faire un suivi très serré de ce qui se passe. Une des choses que l'on peut voir là, c'est qu'on règle d'abord des problèmes beaucoup plus rapidement quand on fait ce genre de choses. Et c'est quelque chose, par exemple, où j'ai une de mes amies qui est directrice à la PHP, qui donc a mis en place aussi ce genre d'activité. Et elle disait d'abord que ça remettait beaucoup en perspective son métier, en la rapprochant évidemment de la raison réelle pour laquelle elle l'a choisi, c'est de pouvoir aider les personnes à être mieux soignées. Donc d'avoir un recueil d'informations direct de la part des personnes, ça permet ensuite de pouvoir trouver des solutions beaucoup plus rapidement que de faire parfois des comités qui demandent beaucoup plus de temps. Donc ça a été en tous les cas, et c'est toujours donc au CIS de la Montérégie Est, un très grand moteur de changement culturel pour l'établissement, avec une empreinte émotionnelle très grande venant évidemment des plus hautes instances de gouvernance. Ça a sensibilisé donc l'ensemble de la direction, pas seulement les personnes que je vous avais citées plus tôt, et puis ça a amené aussi tout le monde à réfléchir sur la manière dont on pourrait aller plus proche des patients, pas seulement en période de crise, mais aussi pour le faire d'une façon plus régulière. Ça a permis aussi de reconnaître la contribution de professionnels qui vraiment mettaient en pratique tout ce qui est en lien avec le partenariat de soins. Et ça a permis de développer aussi beaucoup d'outils pour faire en sorte que les personnes soient plus sensibilisées à l'expérience des patients et des proches. Donc les plans d'intervention interdisciplinaire, je pense que vous en avez aussi peut-être dans les pays dans lesquels vous êtes, mais au Québec, par la loi, nous avons vraiment une obligation de les réaliser, c'est-à-dire de faire en sorte que les plans de soins soient liés à un certain nombre d'objectifs qui sont poursuivis, avec les moyens aussi à mettre en œuvre pour être capable de pouvoir les atteindre. Et ça demande une coordination, évidemment, non seulement des services, mais aussi de l'ensemble des professionnels autour de la personne. Et une des voies qui a été vraiment privilégiée, c'est de faire en sorte que ce plan d'intervention interdisciplinaire soit co-construit avec les usagers et leurs proches. Et ça, l'objectif étant d'harmoniser et d'optimiser les pratiques cliniques au profit de l'usager, de ses proches et de l'équipe des intervenants. Alors, je vais vous donner un exemple. Ah oui, c'est vrai, j'ai toujours un problème avec cette diapo qui part un peu vite là.
L'exemple d'un PAI en centre d'hébergement, je ne vais jamais y arriver, alors que je la... Bon, excusez-moi, je vais le faire autrement. C'est donc la possibilité de pouvoir faire en sorte que les personnes puissent participer. Puis là, l'exemple de la sclérose en plaques, c'est que donc une personne qui devait être hospitalisée en longue durée, ça entraînait évidemment une distorsion complète de sa famille. Sa fille était en refus pour qu'elle soit placée. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est qu'il y ait un aidant coach, donc une personne qui a déjà vécu ce genre de situation, qui puisse aider la famille à mieux définir finalement son plan de vie, les objectifs de vie qu'ils avaient tous les trois et de voir de quelle façon donc, ils pourraient mieux se préparer pour rencontrer ensuite l'équipe interdisciplinaire. Donc, c'est ça qui s'est passé. Puis là, ça a permis évidemment de mettre en évidence que l'équipe avait déjà des a priori qui étaient totalement fausses, comme par exemple, ils pensaient qu'elle aurait besoin d'une sonde d'alimentation, ce qui n'était pas le cas. Ils n'avaient pas du tout pris en compte qu'elle pouvait souffrir de douleurs chroniques. Et puis finalement, on n'avait pas non plus la conscience que son mari était en situation financière très précaire et qu'on aurait aussi besoin donc des services sociaux pour l'aider. Donc le fait d'avoir travaillé de cette façon-là et d'avoir préparé aussi la famille à la réalisation de ce plan d'intervention a permis vraiment d'améliorer de façon très significative l'expérience non seulement de la famille, mais a permis donc par exemple à sa fille de pouvoir avoir le courage d'aller la voir donc, dans son nouveau lieu, mais aussi à l'équipe clinique qui a établi une relation de confiance excessivement intéressante avec l'ensemble des membres de la famille. Alors je vais revenir à mon diaporama, si j'arrive à retrouver la façon d'y arriver. Donc là, je vais vous parler aussi d'autres expériences que nous sommes en train de mener, qui s'intéressent plus particulièrement à ce qu'on appelle ici les patients accompagnateurs. Donc évidemment, depuis très longtemps, on a entendu parler de la paire aidance ou des pairs aidants en santé mentale. Donc c'est vraiment comment mobiliser des savoirs expérientiels des personnes qui ont déjà vécu donc, des problèmes de santé pour faire en sorte que d'autres qui ont à les vivre puissent les vivre de la manière la plus optimale possible. Et donc, on a travaillé au cours de ces dernières années à développer donc, un programme qui s'appelle donc les patients accompagnateurs, une ressource organisationnelle comme levier pour améliorer l'expérience des patients et des proches. Et donc, je vais vous présenter quelques exemples de ce que nous avons fait. Je vais vous les présenter un peu rapidement parce que je vais surtout me focuser après sur des exemples en sécurité. Mais juste pour vous dire que donc on a une clinique de la main au CHUM, c'est-à-dire que pour les personnes qui ont malheureusement un accident et qui se coupent des doigts, qui doivent donc avoir une réimplantation, une revascularisation donc de la main, on s'est rendu compte que le soutien par les pairs était vraiment assez exceptionnel. Donc par exemple, quand les patients étaient donc suivis pour leur réadaptation dans des salles d'ergothérapie où ils avaient la possibilité de pouvoir voir autour de la table tout le processus de soins, c'est-à-dire quand ils venaient juste de se faire opérer, ils pouvaient voir les patients qui avaient une semaine, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Eh bien, ils étaient beaucoup plus à même de pouvoir tenir pendant 1 an leur réadaptation 3 fois par semaine, qui est excessivement douloureuse, alors que donc dans 85% des cas, ils étaient capables de pouvoir le suivre, alors que si on les envoyait dans des centres de réadaptation donc à distance, eh bien, ça chutait à 35%. Donc, on pensait qu'effectivement, le fait qu'ils soient ensemble et qu'ils puissent s'entraider pouvait les aider. Et comme le centre hospitalier universitaire de Montréal, à l'époque, donc ça fait 5 ans, avait comme projet de faire en sorte que les patients soient le plus possible retournés dans les centres de réadaptation à distance, on s'est dit qu'il faut vraiment trouver un moyen de garder ce soutien par les pairs. Donc, on a travaillé avec, au départ, un patient pour réfléchir avec lui de quelle manière il pourrait intervenir auprès des patients. Et on a développé donc une intervention qui a permis de montrer qu'avec un petit échantillon d'une quinzaine de patients, on était capable, là il y a 8 patients, mais en réalité on en a inclus un peu plus, on était capable de pouvoir vraiment améliorer de façon importante la perception du handicap et aussi la gestion de la douleur grâce à la présence donc, de patients accompagnateurs. Donc ça nous a amené à réaliser actuellement un essai pragmatique randomisé en situation réelle de soins. On est en train d'essayer vraiment de documenter de façon
la plus objective, comment les patients peuvent vraiment aider les autres patients à mieux passer à travers donc, ce problème de chirurgie et de réadaptation. Et donc actuellement, on a déjà plus d'une quarantaine de patients qui sont inclus. Et on est en train aussi de réaliser une étude de coût-utilité pour voir aussi finalement quelle est la valeur d'avoir des patients accompagnateurs dans le système de santé pour être capable de pouvoir améliorer à la fois l'expérience donc des patients accompagnateurs, mais aussi des équipes cliniques. Et puis la manière dont on travaille vraiment au Québec, c'est vraiment d'essayer de créer pour chacun des projets donc des laboratoires vivants où on essaye vraiment d'avoir l'ensemble des acteurs qui vont être directement impliqués dans le processus de création de l'intervention pour que l'on puisse ensuite être certain d'avoir vraiment tous les acteurs mobilisés lorsque l'on va donc tester les interventions et ensuite, bien sûr, travailler à leur pérennisation. Donc, par exemple, on a vraiment travaillé sur la séquence de l'intervention, quand est-ce que les rencontres entre les patients accompagnateurs et les patients devaient se faire. Ça a été fait vraiment conjointement avec les patients. Donc, ils nous ont vraiment expliqué que c'était avant qu'ils sortent de leur hospitalisation qu'il fallait qu'il y ait la première intervention. Et ensuite, donc, de façon régulière, à 8 semaines et puis à 4 et 6 mois. Donc, c'est ça qu'on fait. Et même dans un cas, vous voyez, comme le problème du Covid-19 où tous les projets de recherche sont arrêtés, dans un cas comme celui-là, on est en train de développer donc, la télémédecine et aussi la téléconsultation des patients à distance pour qu'ils puissent quand même bénéficier d'un soutien par les pairs. On travaille donc sur l'introduction de patients accompagnateurs dans d'autres domaines. J'ai un gros projet en oncologie, donc ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, où vraiment on introduit donc des patients dans tout le parcours des personnes aux prises avec un problème donc, de cancer. On le fait aussi dans la transition pédiatrique, donc pour les cardiopathies congénitales, les maladies intestinales inflammatoires et aussi la transplantation. Et on essaie aussi de réfléchir sur comment introduire pour les maladies chroniques aussi un suivi par les pairs et bien sûr aussi en introduisant tout ce qui est technologie, puisque évidemment avec les objets connectés, ça pourrait être excessivement intéressant aussi qu'il y ait un soutien qui soit réalisé par les pairs pour aider donc des personnes à mieux suivre leurs conditions de santé à leur domicile. Alors, les exemples que peuvent faire les patients accompagnateurs, c'est vraiment des consultations avec les patients en présence ou à distance, puis c'est ça qu'on a proposé comme modèle au CEVARMU, puis qu'on est en train de continuer à développer en oncologie, et on a vraiment des premiers résultats excessivement encourageants. De préparer les patients aussi à leur rendez-vous, de les accompagner à leur rendez-vous, de discuter avec l'équipe de la situation de patients qui posent des problèmes, en particulier lorsqu'il y a des refus de traitement. De former l'équipe aux réalités aussi vécues par les patients pour les sensibiliser et vraiment faire en sorte que les soins soient encore plus humains, ou animer aussi des activités pour les patients pour faire en sorte vraiment qu'ils puissent bénéficier aussi des savoirs expérientiels. Alors maintenant, je vais revenir plus particulièrement sur deux exemples sur lesquels j'ai travaillé au cours de ces dernières années ou sur lesquels j'ai été liée. C'est vraiment donc au Centre intégré de santé et services sociaux de la Montérégie-Est et au Centre intégré de santé et services sociaux de la Gaspésie. Donc, je vais revenir un peu sur la petite carte du Québec, là. Donc, vous voyez Québec, vous voyez Montréal, donc la Montérégie-Est, c'est pas très loin donc de Sherbrooke. Et puis la Gaspésie, vous voyez là, donc qui dit coucou à l'Europe, là, juste en face, comme vous le voyez, avec le petit, ici, là, vous voyez le Gaspé et Percé. Alors, je vais vous présenter un travail absolument remarquable qui a été fait à la Montérégie-Est, donc plus particulièrement coordonné par donc Annie Lemoine, pourquoi ça fait ça, Michel Ouellette, Bernard Lachance et Marianne Dion-Labrie. Donc il y a eu toute une équipe avec laquelle ils ont travaillé et ce projet a été financé donc par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Donc, quelle était la problématique initiale? Et je suis sûre que dans certains de vos lieux, là, vous devez avoir le même souci. C'est vraiment les chutes sont donc l'une des causes les plus fréquentes d'événements indésirables dans les établissements de santé de longue durée. Et au Québec, malgré la mise en place donc d'un processus de gestion des risques et aussi de l'obligation d'avoir une déclaration donc de tous ces événements indésirables, on s'est rendu compte que finalement, le nombre de chutes était demeuré relativement assez stable au fil donc, de ces années. Et finalement, le constat qui avait été fait, c'est qu'il y avait une vision du problème
et des mesures qui étaient relativement assez partielles. On ne prenait pas finalement en considération l'ensemble des facteurs qui pouvaient intervenir dans la réalisation des chutes. Les équipes aussi qui étaient en contact direct avec l'usager, ainsi que l'usager et ses proches ne sont pas engagés dans le processus d'analyse des chutes. Donc ça, c'était aussi un constat, je ne sais pas pourquoi ça passe tout le temps, un constat qui avait été fait et qui était vraiment à changer. Et les usagers et les proches ne sont pas suffisamment invités à participer aux mesures permettant de réduire les chutes. Donc c'est-à-dire qu'au quotidien, comment on fait en sorte que les usagers aient une conscience du risque de chute et aussi comment on peut les amener à anticiper ces risques pour faire en sorte donc de les limiter et de faire la même chose avec les proches. Finalement, le processus d'analyse aussi de gestion des risques dans les établissements au Québec, en particulier aussi dans les établissements de longue durée, était vu surtout comme un processus administratif et pas du tout intégré ou pas suffisamment, en tous les cas, au niveau clinique, ce qui ne favorisait pas le développement donc d'une culture de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Eh bien, vraiment, c'est de créer un environnement qui soit vraiment favorable à un partenariat entre les usagers, les proches et les équipes. Donc tout d'abord, évidemment, on revient sur le plan d'intervention interdisciplinaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est vraiment de faire en sorte que toutes les personnes qui arrivent donc, dans le centre de longue durée puissent réaliser son plan d'intervention avec donc l'équipe et qu'on soit compris dans le plan d'intervention des mesures de sensibilisation pour éviter les chutes. Donc, on puisse en discuter aussi et qu'on comprenne un peu quelle est la capacité finalement de la personne de pouvoir les anticiper et c'est les situations aussi qui pourraient les mettre à risque. Alors, évidemment, ça porte aussi sur tout ce qui est médicamenteux. L'implication donc d'un usager ressource sur le comité de travail, ça a permis de sensibiliser les équipes cliniques à prendre en considération le vécu des résidents, donc d'être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passait, et aussi de favoriser les échanges avec, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, avec d'autres proches qui donc étaient finalement pas suffisamment encore présents dans les discussions. Donc ça a entraîné aussi le fait que toute la divulgation d'un nouvel événement indésirable est fait maintenant en présence d'un usager ou de son représentant. Et les proches sont invités aussi à participer à ce qu'on appelle les tournées intentionnelles et au suivi des indicateurs. Donc ça, je vais vous présenter ça à l'instant. Donc, quelles sont les tournées intentionnelles? Bien, les tournées, c'est vraiment justement débusquer des situations à risque en posant un certain nombre de questions aux personnes de façon préventive. Donc, c'est vraiment de savoir est-ce que la personne a mal quelque part, est-ce qu'elle est confortablement installée, est-ce qu'elle a besoin de se déplacer, est-ce qu'elle a sa cloche d'appel qui est à proximité pour qu'elle n'ait justement pas besoin de faire des mouvements qui pourraient être à risque, ou encore est-ce qu'elle a bien ses effets personnels à portée de la main pour être sûre donc justement qu'elle ne se mette pas dans une situation qui pourrait provoquer une chute. Et là, l'idée, c'est vraiment d'être capable de pouvoir poser ces 5 questions rapidement, mais de façon régulière, et que ce soit une responsabilité partagée, non seulement auprès de l'équipe clinique, mais aussi des proches et des bénévoles qui peuvent intervenir aussi. Donc, il y a eu aussi la volonté de mettre en place donc, des caucus qualité-sécurité, donc de manière vraiment régulière avec l'ensemble de l'équipe. Donc, il y a un suivi au lit du patient, évidemment, pour chacune des journées, de voir un peu quel est son état clinique global. Et ensuite, évidemment, avec un regard complet sur la situation du service, de voir où est-ce qu'on se situe et d'avoir donc un tableau de bord qui permette de prendre des décisions les plus adéquates. Et surtout, avec un suivi comme ça régulier, ça permet d'être proactif régulièrement et de ne pas se retrouver ensuite en n'ayant pas d'idée finalement de la situation réelle à laquelle on fait face. Et ça a amené évidemment aussi un suivi très régulier donc de la progression du nombre de chutes par semaine. Donc vraiment, l'équipe clinique avait la possibilité de pouvoir suivre en temps réel finalement comment ces interventions pouvaient avoir un impact direct sur la diminution des chutes. La croix de la sécurité, c'est une façon de pouvoir représenter graphiquement et visuellement finalement par mois le nombre de chutes, de journées pardon, avec ou sans chute. Donc vous voyez, une journée sans chute, c'est une journée avec en vert. Une journée jaune, c'est sans chute, mais une chute mais sans blessure. Et puis rouge, c'est chute avec blessure. Donc évidemment, on veut avoir une croix la plus verte possible. Et vous voyez qu'entre janvier 2018 et
et avril 2018. Progressivement, donc, la croix de sécurité est devenue de plus en plus verte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au total là, au cours de ce projet qui a été, comme je vous disais, financé par la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé? Eh bien, il y a eu quand même une diminution de 29% des chutes à l'unité qui testait ces modalités. Moi, j'ai fait un petit calcul avec un estimé évidemment un peu grossier, mais on peut quand même avoir un ordre de grandeur de combien finalement ça a permis de limiter comme frais. Donc, on arrive rapidement à 1 654 000 $. Et ça a évidemment motivé de façon assez exceptionnelle l'ensemble du site de la Montérégie-Est pour faire en sorte que le projet soit étendu à l'ensemble de ces centres de longue durée, et aussi que finalement tous les quarts de travail puissent être mobilisés. Donc, on est actuellement en train de réfléchir à la manière de déployer évidemment ce projet à l'ensemble de ces établissements, en sachant évidemment qu'avec le Covid-19, ça va être aussi intéressant de voir comment on peut mobiliser les patients pour limiter évidemment les risques aussi de contamination. Donc, quelles sont les leçons apprises ? Eh bien, d'abord, l'équipe clinique qui a piloté le projet s'est vraiment approprié le changement. Alors évidemment, il y avait au départ quelques résistances initiales, mais les verbatims après sont vraiment éloquents, on ne retournerait pas en arrière. Parfois, c'était difficile de répondre aux sonnettes, mais maintenant, on a le plaisir d'y aller parce qu'on voit vraiment l'impact que ça peut avoir, puis on se sent vraiment concerné. L'analyse aussi des grands chuteurs, là, les personnes qui chutaient de façon régulière, a mené à de belles propositions d'amélioration. Le formulaire de déclaration des incidents et accidents est devenu un levier clinique et non pas uniquement un levier administratif. De plus en plus d'interventions sont mises en place donc, de façon préventive, donc ça devient vraiment un réflexe pour l'équipe clinique d'essayer d'anticiper l'arrivée de ces chutes, puis ça finalement ça vient aussi teinter d'autres risques pour les médicaments, pour les infections, etc. L'équipe est beaucoup plus intéressée, mobilisée aussi donc, autour de la qualité et de la sécurité des soins. Et puis les résidents et leurs proches sont fiers de faire maintenant partie des solutions et que leur voix soit entendue. Et finalement, c'est devenu aussi vraiment un projet qui est porté par l'ensemble des directions de l'établissement. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a un article récent qui est paru dans la revue Qualité et Sécurité, qui revient donc sur le partenariat patient dans la gestion quotidienne de la qualité des soins et des services, donc au CIS de la Montérégie-Est. Donc là, on va faire un petit saut vers la Gaspésie pour vous parler aussi d'un projet qui est actuellement financé par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et l'idée, c'était vraiment de travailler sur comment on peut aller mobiliser les savoirs expérientiels des patients pour avoir une meilleure idée de la déclaration d'événements indésirables, en faisant en sorte évidemment qu'on ait une bien plus grande implication de l'ensemble des citoyens pour faire en sorte que l'environnement dans lequel on travaille dans le système de santé soit encore plus sécuritaire. Donc la problématique qu'on retrouve au Canada, mais qu'on retrouve quand même aussi dans beaucoup d'endroits au niveau international, c'est que 5,6% des hospitalisations ont donné, malheureusement, ont abouti à un préjudice. Donc, une hospitalisation en soins de courte durée sur 18 donc, entraîne un problème donc de sécurité. Et on a beaucoup de mal à réduire donc, ce chiffre. Et une des hypothèses, c'était de dire que finalement, les principaux intéressés n'étaient pas suffisamment impliqués dans l'équipe et pas suffisamment reconnus comme des membres à part entière pour faire en sorte qu'ils puissent participer à prévenir les incidents et les accidents. Donc l'objectif poursuivi par ce projet, c'est vraiment de réduire de 10% les erreurs de médicaments ainsi que les chutes et de former les patients, les proches aidants en matière de prévention des chutes et d'erreurs de médicaments. Donc là, je ne vais pas être capable de pouvoir vous donner vraiment si on a été capable de réduire mais, de façon significative les chiffres, mais je vais vous présenter plus particulièrement donc, le processus qui a été mis en place en Gaspésie. Donc, il se décompose en 3 sous-projets. Donc, le projet 1 qui était vraiment de former une équipe de patients visiteurs, donc je vais revenir un peu là-dessus, dont le mandat était vraiment de recueillir l'expérience de clients le plus proche, en tous les cas, de l'expérience qui était vécue. Le projet numéro 2, c'était vraiment de mettre en place un système simple de divulgation d'événements indésirables. Et puis le projet 3, c'est vraiment de développer une formation destinée aux usagers et aux proches dès leur admission pour qu'ils soient vraiment sensibilisés à leur rôle et qu'ils soient le plus impliqués dans l'équipe pour limiter donc, les situations à risque.
Donc là, j'ai passé rapidement, mais on avait avec Christine Arsenault et puis Solange Gagné, donc aussi décidé de travailler sur un plan vraiment de création de nouveaux savoirs qui permet vraiment de s'assurer en tous les cas qu'il y ait une intériorisation en tous les cas des nouvelles façons de faire et de penser dès le départ qui soient réfléchies. Donc la gouvernance du projet, dès le départ, était assez ambitieuse puisque, vous voyez, le comité de gouvernance était vraiment d'abord et avant tout piloté par des patients et en lien avec des infirmières facilitatrices et une conseillère en qualité. Et ça, c'était vraiment assez original puisque on avait moins de professionnels que d'habitude pour ce genre de projet directement impliqués au départ. Donc, en ce qui concerne les patients visiteurs, voilà un peu la démarche. Donc, d'abord, l'identification de patients visiteurs pour les équipes, par les équipes cliniques. Ensuite, ceux-ci sont formés donc, par la direction de la qualité pour essayer de bien comprendre, évidemment, le rôle qu'ils ont. Ensuite, on prépare les équipes aussi à recevoir les patients visiteurs. Ensuite, les patients visiteurs sont introduits auprès des équipes cliniques et ils font donc des visites directement auprès des patients qui sont hospitalisés. Et les patients visiteurs font un retour rapide donc, auprès des équipes pour partager avec eux finalement la façon dont les patients vivent leur épisode de soins et qu'est-ce qu'ils ont trouvé, quelles sont les situations qu'ils ont trouvées à risque ou qu'ils ont vécues et comment on pourrait trouver des solutions qui pourraient être mises en pratique très rapidement à l'étage ou dans le service. Donc, le deuxième projet, c'est de faire en sorte que les patients aussi puissent recueillir l'expérience des personnes qui ont eu les services du SIS de la Gaspésie. Donc, 5 à 7 jours après une hospitalisation, un patient va prendre contact avec eux au téléphone. Ils vont utiliser un questionnaire qui a été développé par la Fondation canadienne pour évaluer si la transition vers la maison s'est faite de manière sécuritaire. Et ensuite, la personne discute aussi de son séjour et des situations à risque rencontrées pour être capable ensuite de pouvoir présenter ses résultats donc aux équipes cliniques et au comité de direction. Ça nous a amené donc à aussi réfléchir au projet 3 qui est la formation au risque. Il y a quelque chose qui manque, je ne sais pas pourquoi. Formation, je vais revenir sur mon... Ah, ok, d'accord. Donc la formation au risque, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse créer une vidéo un peu à l'image de ce que l'on trouve dans les avions pour vraiment s'assurer en tout cas que les personnes comprennent le rôle important qu'ils doivent jouer quand ils sont dans un milieu de soins. Et aussi, on est en train de développer des capsules de vidéos pour les professionnels. Mais on se rend compte que finalement, le contact entre patients, visiteurs et les équipes cliniques sont un très, très bon vecteur pour sensibiliser les équipes à être beaucoup plus vigilants sur le rôle que peuvent jouer les patients et leurs proches pour vraiment limiter les situations à risque, en particulier les chutes et les erreurs médicamenteuses. Il y a eu aussi donc le souhait de développer aussi une ligne téléphonique complètement confidentielle pour faire en sorte que les patients puissent divulguer des événements qu'ils auraient vus ou dont ils auraient aussi été les principaux malheureusement interpellés. Donc, ça a été mis en place, mais on s'est rendu compte finalement que les personnes ont beaucoup de mal à faire ce genre de démarche puisqu'ils ont assez peur quand même des conséquences que ça pourrait porter. Ils ont du mal à croire que ça va être complètement confidentiel. Donc finalement, ce qui a surtout marché, c'est vraiment les visites. Et les premières visites ont vraiment été excessivement bien reçues. Donc, il y a eu des affiches et des cartes qui ont été distribuées aussi pour vraiment montrer le rôle que pouvaient jouer les patients dans le comité de travail, donc qui a vraiment créé une adhésion vraiment pour éviter la peur aussi d'être surveillé avec l'arrivée des patients visiteurs. Les visites ont mis en évidence, par contre, la crainte des patients de devoir dénoncer les soignants. Donc, c'est vraiment, on a vraiment un gros travail à faire en termes de culture. La rencontre avec les patients hospitalisés par la conseillère cadre a mis en lumière l'importance accordée par le patient et les proches à une meilleure optimisation de la gestion des risques. Donc, ils sont très intéressés à participer. Les patients sont d'avis qu'ils sont plus à l'aise de parler à un patient visiteur sur les lieux et une fois à la maison par téléphone. Et aucune divulgation, comme je vous disais, par téléphone n'a été faite. Et grande révolution culturelle à mettre en place parce qu'effectivement, ça demande vraiment de créer un espace de confiance non négligeable pour faire en sorte que ça marche. Donc, que nous disent les patients? D'abord,
Ils ont se retrouvé dans des situations où quand quand ils sont introduits par le cadre de santé, il y a un petit moment où ils demandent un peu comment ça s'est passé, puis ça se passe toujours très très bien. Mais une fois que le cadre de santé part, ben, les personnes commencent un peu à délier leur langue et à oser dire finalement qu'ils ont eu des situations, en tout cas, qui les ont angoissés. Puis, comme par exemple celui-là, on m'a changé 3 fois de chambre, je suis devenue un peu mêlée, j'ai perdu des effets personnels et personne ne m'a encore précisé mon diagnostic. Donc, vous voyez que les gens ont des choses importantes à dire, ou mon voisin n'a pas voulu déranger les infirmières, eh bien il est tombé, mais il n'a pas voulu le dire, ou j'ai très peur de tomber quand je me rends à la salle de bain, qui est si étroite et difficile d'accès, où on ne demande jamais mon nom avant de me donner mes traitements. Donc, vous voyez là que vraiment, ils ont été capables de vraiment partager des choses excessivement intéressantes et aussi de faire des propositions comme d'être beaucoup plus impliqués dans leur plan de traitement, d'avoir une plus grande collaboration avec le comité des usagers, d'oser plus poser des questions, de faire en sorte que les personnels soignants soient mieux identifiés et aussi que les infirmières soient mieux formées au rôle que les patients pourraient avoir. Donc, les leçons apprises, ben, c'est vraiment la difficulté de mobiliser le personnel pour suivre des formations ou être présent sur des comités, l'importance d'avoir des patients visiteurs qui rencontrent non seulement les patients, mais aussi les équipes cliniques, hein, pour vraiment leur ramener aussi ce qu'ils apprennent, mettre en place des visites toutes les 3 semaines dans différents milieux pour vraiment changer la culture, nécessité aussi de former les patients aux normes d'accréditation, agrément, certification, pour faire le lien aussi avec les pratiques organisationnelles requises. Et les patients ont même rédigé un petit guide de 6 papiers à l'intention des patients pour les aider à mieux comprendre leur rôle. Et finalement aussi l'importance de renouveler régulièrement les patients visiteurs pour qu'ils gardent un lien fort dans leur expérience de soins. Donc là aussi, dans le prochain numéro de la revue Qualité-Sécurité, vous pourrez avoir accès à une synthèse donc, de cette expérience pour en savoir plus. Donc, au Québec, ce qu'on a réussi à faire beaucoup, c'est à structurer un peu l'implication donc, des usagers dans les différents projets. Donc, ça, c'est un exemple qui vient du CIUS de la Mauricie Centre du Québec. Donc, c'est entre Montréal et Québec, où vraiment, il y a tout un processus qui est sous la responsabilité, dans ce cas-là, de la direction qualité, qui va donc de la promotion de l'implication des patients jusqu'à l'élaboration d'une requête, de la formation de l'équipe, de l'introduction des patients donc, dans les différents mandats qui sont donnés et de faire une évaluation et une rétroaction. Puis ça, c'est vraiment un modèle qui a été exporté dans beaucoup d'établissements au Québec et que ce soit donc ou la direction des services multidisciplinaires ou la direction donc, de la qualité, de l'évaluation, de la performance et de l'éthique. C'est vraiment ces 2 directions qui ont en charge donc, la gestion des patients. Et ça a amené évidemment la création de ce qu'on a appelé aussi des banques de patients qui sont formés et qui peuvent être facilement mobilisés pour la réalisation de projets d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins, aussi pour participer au processus d'accréditation, de partager aussi des expériences entre les comités des usagers et le comité des patients, ça c'est assez nouveau, et puis bien sûr de mobiliser, d'avoir une meilleure conscience donc grâce à une politique qualité qui intègre la nécessité de prendre en considération les savoirs expérientiels des patients, d'avoir vraiment des ressources qui sont dédiées pour le déploiement donc, du partenariat et aussi d'avoir des indicateurs qui permettent vraiment de suivre l'impact de l'engagement des patients aux différents niveaux de l'établissement avec des résultats pour les patients et les équipes. Donc là, c'est un petit clin d'œil là sur il y a longtemps que vous êtes aux îles Calimans, évidemment, à la banque de patients. Bon, sans commentaire. Voilà, donc au niveau systémique au Québec, on a la chance vraiment d'avoir le ministère de la Santé et des Services sociaux qui, dès 2015, a introduit dans son plan stratégique la notion de partenariat patient et qui, dans son nouveau plan de 2025, le met même dans les valeurs de base de ce que devrait faire le système de santé. Il y a eu aussi la création d'un cadre de référence qui permet vraiment de baliser un peu ce qu'on entend par le partenariat dans les établissements. Il y a eu le financement de postes dans les directions pour leur déploiement et aussi des projets comme par exemple celui que je vous ai présenté en Gaspésie. On a créé donc une communauté de pratique aussi pour faire en sorte que l'ensemble des personnes qui travaillent là-dessus puissent vraiment participer et échanger sur leurs pratiques. Et Agrément Canada aussi a vraiment mis en place dans ses normes, comme vous le savez, donc la nécessité de travailler en partenariat avec l'usager et sa famille et avec l'apport des usagers et des familles. Donc, pour finir, la boîte à outils, on a développé vraiment des formations par le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Si vous êtes intéressé, c'est quelque chose qui est en ligne, donc c'est assez facile de pouvoir se brancher. Il y a une maîtrise aussi en recherche pédagogique sur le partenariat, une autre en gestion de la qualité et sécurité des soins et un PhD. Il y a des guides qui ont été développés, aussi des lexiques référentiels et autres qui sont tous gratuits et auxquels on peut accéder. Nous, on vient de finir un questionnaire aussi qui s'appelle CADICE pour être capable de pouvoir mesurer le partenariat au niveau
clinique. On a aussi développé plein de grilles aussi pour être capable de pouvoir mesurer l'impact que peuvent avoir la participation des patients, que ce soit au niveau clinique, organisationnel ou de gouvernance. Et on a beaucoup publié au cours de ces dernières années. Donc, on est aussi en train de créer un CEPP européen. Donc, ça, si vous êtes intéressé, il faut vraiment nous le dire. Et puis, donc, le KDIC, c'est vraiment confiance, autonomie, décision, information partagée, contexte de vie, reconnaissance de l'expertise et l'empathie, qui sont vraiment la base du partenariat dans la relation de soins avec les professionnels de santé. Donc, quelques lectures, là, comme je vous disais, le dernier numéro de Risque et Qualité et le prochain qui va sortir incessamment sous peu. Et comme très gentiment le mentionnait Anthony, donc on vient de publier un livre sur le Patient Engagement, How Patient-Provider Partnerships Transform Healthcare Organizations, et ça vous permet de pouvoir faire aussi un tour international, puisqu'il y a 7 expériences qui sont relatées dans le livre. Donc, pour finir, on travaille vraiment sur un changement multiniveau grâce au CEPPP, que ce soit donc au niveau des politiques publiques, au niveau organisationnel et au niveau clinique, que ce soit dans les soins, l'enseignement, la recherche et les communautés, ce qui nous permet évidemment de pouvoir toucher à beaucoup de domaines et à faire en sorte vraiment que les mentalités changent. Voilà, donc c'est vraiment une véritable révolution pour changer la norme sociale et évidemment, nothing about me without me, je pense que c'est vraiment notre slogan, donc rien pour moi sans moi. Et pour finir, donc vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux si vous êtes intéressés, on publie vraiment beaucoup de choses, que ce soit sur la chaire ou sur le CEPPP. Et voilà, donc je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui font qu'on est capable de pouvoir travailler dans d'excellentes conditions. Et je voudrais vous inviter à un webinaire le 3 avril où on va parler plus particulièrement de comment on peut mobiliser le partenariat en situation d'urgence et évidemment le cas du Covid-19. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, vous pourrez vous inscrire auprès de Myriam. Donc je vous laisse l'adresse ici. Et puis pour finir, évidemment, c'est difficile de ne pas penser au fait qu'on est tous confinés. Donc, évidemment, je vous souhaite un bon confinement et de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler quand même à distance et de la façon la plus sereine. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à Marie-Pascale Pommet, c'était fascinant, passionnant. Marie-Pascale, je te propose de désactiver le partage d'écran pour qu'on te voit mieux. On reprend la partie caméra, voilà. Il y a une question, tu nous as fourni la transition en parlant du coronavirus. Il y a une question qui dit qu'en est-il du partenariat avec le patient pendant la période de coronavirus? Qu'en est-il au Québec? Est-ce qu'on traite un petit peu mieux les patients qu'à d'autres endroits où on a tendance à les trier, parquer, etc. et un langage pas très partenariat patient? C'est sûr qu'en situation d'urgence, on revient beaucoup plus facilement à un modèle paternaliste qu'à un modèle de partenariat. Par contre, un peu, c'est ce que j'ai un petit peu évoqué dans la présentation. Je pense qu'en tout cas, dans les milieux de soins, il y a vraiment une volonté de faire en sorte que les patients comprennent bien et soient partie prenante, en tous les cas, sur le fait qu'ils ont aussi ils sont proactifs pour faire en sorte d'avoir un rôle à jouer pour limiter la propagation, évidemment, de l'infection, et puis aussi de sensibiliser les professionnels à le faire aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reconnu. Puis là, on est vraiment dans du partenariat à un niveau encore plus grand, là, qui est vraiment le partenariat avec la population. C'est-à-dire que comment ça s'appelle, c'est de mobiliser les patients pour faire comprendre aussi à la population son rôle pour limiter la propagation du virus. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille actuellement. Puis effectivement, le 3 avril, on voudrait revenir justement sur les expériences qui ont été menées dans les établissements au Québec en lien avec la mobilisation des patients pour limiter la propagation et aussi comment ils ont mobilisé la population plus largement sur leur territoire. Donc, on serait ravis en tout cas de vous accueillir pour en discuter avec vous. Et ça sera Alexandre Berkès qui travaille avec nous au Centre d'Excellence et qui habite maintenant en France à Rennes, ainsi que Vincent Dumais qui animeront la conversation. Merci beaucoup. Est-ce qu'il serait peut-être possible de partager sur le chat l'email auquel on peut s'inscrire pour ce... Oui, bien sûr. Oui. On l'a vu pas très très longtemps, donc si c'est possible, d'accord, je vais le faire. Copier, ce serait une très bonne chose. Il y a une question qui est venue sur la question du patient accompagnateur, avec quelqu'un qui demande si ces patients accompagnateurs sont rémunérés. Ça, c'est toujours la question.
Actuellement, nous avons une directive du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est assez stricte et qui nous empêche de pouvoir les rémunérer lorsqu'on n'est pas dans un contexte de recherche. Donc, c'est vraiment comme nous travaillons vraiment pour faire en sorte que ces interventions sont pérennes. Pour l'instant, en tous les cas, ils ne le sont pas. Mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que pour des patients qui s'investissent de façon assez remarquable, on soit capable de pouvoir développer des stratégies, que ce soit au niveau financier ou de la reconnaissance aussi de journées de travail qui seraient vraiment dédiées aussi à la communauté. Donc moi, je les appelle un peu les journées partenariats ou les journées communautaires, là où on a des journées pour aller consulter, c'est quand on a des problèmes de santé, mais on pourrait aussi faire en sorte qu'on puisse mobiliser notre temps pour aider aussi notre système de santé. Donc, on essaie de travailler là-dessus et j'espère dans quelques années pouvoir arriver avec quelque chose qui effectivement rend encore plus viable la possibilité d'avoir des patients dans les milieux de soins, parce que vraiment nos premiers résultats montrent que c'est un levier pour changer. Si on veut vraiment changer le système de santé de l'intérieur, il faut qu'il y ait plus de patients, non pas en situation vraiment de recevoir des soins, mais qui soient là vraiment pour faire le trait d'union et qui soient des passeurs entre les équipes cliniques et les patients pour faire en sorte de faire changer les mentalités et faire en sorte que vraiment on soit capable de vraiment développer le partenariat au mieux. J'ai l'impression que c'est plus que des informations que tu nous transmets, c'est carrément une culture et j'ai l'impression que nous nous acculturons pendant cette heure de webinaire. Merci beaucoup Marie-Pascale. Est-ce que Denis Herbeau aimerait peut-être encore dire quelque chose, le mot de la fin? On arrive à 2 ou 3 minutes de la fin. J'inviterai si Marie-Pascale a encore quelques mots, quelque chose à ajouter aussi à le faire. Denis et Marie-Pascale. Alors moi, effectivement, je rejoins beaucoup de commentaires qui ont été mis. Je pense que le webinaire était très très intéressant et que nous a apporté voilà un retour d'expérience très riche et des clés pour la suite. Et donc voilà, félicitations pour l'exposé qui était effectivement très clair, très bien structuré, et donc qui nous amène beaucoup d'éléments. Voilà, je ne vais pas plus loin. Je laisse la parole à Marie-Pascale peut-être pour la fin. D'abord, je vous remercie vraiment infiniment encore pour cette magnifique invitation. Merci à tous ceux qui ont pu se libérer et assister au webinaire parce que vraiment, vu les circonstances, je suis encore plus touchée que vous ayez réussi à vous libérer. Bravo pour cette initiative. Je trouve que c'est extraordinaire qu'on puisse avoir cette communauté francophone au sein de l'ISCOA. C'est vraiment une très belle ouverture que nous a offerte cette organisation que nous suivons tout à chacun depuis vraiment de nombreuses années. Et je trouve qu'on a beaucoup de choses à apprendre les uns et des autres. Et je suis en tous les cas ravie de faire partie de cette communauté. Et puis si je peux contribuer vraiment à faire en sorte qu'on puisse faire des travaux communs et qu'on puisse développer aussi des stratégies d'évaluation finalement, parce que c'est ça que nous demandent les décideurs pour être capables de pouvoir nous soutenir et de faire en sorte que vraiment on puisse changer la culture, eh bien ça vaudrait la peine en tous les cas qu'on puisse les réaliser tous ensemble. Formidable. Merci aussi beaucoup à Denis pour l'organisation parce que je crois qu'il y a vraiment besoin d'une communauté de pratique francophone. Il y a énormément de choses qui se passent, qui sont offertes en langue anglaise, mais on est toujours un petit peu en retard, un petit peu plus pauvre, etc. en langue française. Et si on peut partager, ne pas réinventer la roue, ne pas duplifier, etc., ne pas gaspiller des ressources, je crois que c'est vraiment bienvenu et qu'on a besoin de se sentir une communauté. Donc, merci beaucoup pour l'organisation d'aujourd'hui et merci beaucoup à Marie-Pascale pour la brillante inauguration de la communauté francophone ISCOA. Merci. Puis j'ai laissé mes coordonnées aussi sur le chat si vous voulez prendre contact avec moi. Et il y avait aussi il y avait des questions, je pense, en lien avec le partage du diaporama. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire. Puis je crois aussi que Cretriona a permis l'enregistrement du webinaire. Donc il y aura aussi la possibilité de pouvoir le revoir à distance pour ceux qui n'ont pas pu être présents. Magnifique. Merci. Merci à vous. Parfait, merci. Au revoir à tout le monde. Et bon courage surtout. Au revoir. Au revoir. So thank you, Catriona. We're through. Thank you very much to ISCOA for hosting the meeting. Thank you. Thank you. It was great. Brilliant. Thank you. See you. Bye. Bye-bye.